Bonjour et bienvenue pour ce tuto des assos 4. Comme durant le confinement, on poursuit avec Sébastien qui a la réalisation, l'idée de vous proposer chaque semaine ou tous les 15 jours un petit tuto. Cette semaine, la thématique, elle est vraiment dans l'actualité puisqu'on va traiter de deux sujets. Le premier point, c'est les activités bénévoles et le Covid-19. On va voir que c'est encore impacté, d'autant plus que la pandémie semble reprendre de plus belle, donc peut-être que nos activités vont encore être perturbées pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et un deuxième point, c'est le programme France Relance. Les premiers appels à projets sont sortis, donc l'idée c'est de vous les présenter de manière succincte, mais aussi de vous dire comment trouver l'information, puisque plusieurs appels à projets vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc je pense que dans les prochains tutos, on aura l'occasion de vous en présenter d'autres. Donc, effectivement, la doctrine relative aux activités en période de confinement. La première question qui se pose, ce sont les déplacements des bénévoles. Quels déplacements aujourd'hui sont encore autorisés ou contrôlés? Il faut savoir que aujourd'hui, donc on est je sais plus, le 7 ou 8 décembre, les déplacements sont encore soumis à une dérogation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se déplacer pour des activités bénévoles, c'est encore soumis à une attestation. Il faut savoir que les déplacements bénévoles peuvent être motivés que dans 3 cas qui sont définis. Le premier, c'est l'assistance aux personnes vulnérables et précaires. Vous êtes bénévole dans une association, vous rendez visite à des personnes âgées isolées. C'est un déplacement autorisé dans le cadre des dérogations durant le confinement. La deuxième dérogation possible, elle est très simple, c'est l'exercice des missions d'intérêt général prioritaires sur demande d'une autorité administrative. C'est quoi? Imaginons une commune ou alors l'État vous sollicite votre association pour organiser la distribution alimentaire, etc. C'est une dérogation possible au confinement, donc un déplacement autorisé. Et la troisième activité, c'est la reprise. Il y a une reprise des activités culturelles et sportives, en particulier pour les mineurs. C'est une dérogation possible pour la pratique culturelle ou sportive. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation des activités culturelles et sportives pour la simple et bonne raison, c'est que ça bouge très régulièrement. On était parti sur les dérogations pour les mineurs. On voit qu'aujourd'hui la pratique adulte est autorisée, collective est autorisée dans certaines conditions. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, d'autant plus que jeudi, le ministre de la Santé et le Premier ministre vont parler, donc peut-être que ça va encore bouger d'ici là. Mais c'est effectivement les 3 raisons aujourd'hui d'activités bénévoles qui sont soumises à dérogation dans le cadre de leur déplacement. Je répète, assistance aux personnes vulnérables, activités sous demande de l'autorité administrative ou activités physiques et sportives qui sont de nouveau autorisées. Donc pas toutes les activités, je parle évidemment à certaines activités sportives ou certaines activités culturelles ne sont pas encore de nouveau autorisées. Donc la doctrine relative au déplacement, je viens de vous le dire. Il y a aussi la question qui taraude beaucoup de dirigeants associatifs en ce moment, la tenue des assemblées générales et des conseils d'administration. Normalement et initialement prévu, l'assemblée générale doit se faire dans les 6 premiers mois de l'année. Vous le savez, pour des questions budgétaires et financeurs, puisque les financeurs vous réclament dans les 6 mois, donc au 30 juin, souvent, vous réclamez au maximum au 30 juin de l'année suivante le bilan financier de l'année précédente. Là, au regard de la situation sanitaire très compliquée, il y a eu différents décrets qui ont été mis en place par le gouvernement pour justement assouplir cette règle. En particulier, là où les statuts ne prévoyaient pas une souplesse, soit dans la tenue des assemblées générales ou des conseils d'administration, soit dans la possibilité d'organiser des assemblées générales ou des conseils d'administration de manière dématérialisée. Des décrets sont sortis, un prochain va sortir qui va certainement couvrir cette dérogation possible à la tenue d'assemblée générale ou de conseil d'administration à distance jusque la fin avril, jusqu'au 1er avril, donc au début du printemps. Donc un nouveau décret devrait sortir dans ce sens. Et vous avez sur le document que je pourrais vous envoyer, n'hésitez pas à faire des messages privés à Sébastien qui est derrière la caméra pour qu'on puisse prendre vos mails et vous envoyer le document. Des dérogations donc sont possibles pour la tenue assemblée générale et conseil d'administration. Pour tout ce qui est conférences audiovisuelles ou téléphoniques, la dérogation, le décret prévoit effectivement la possibilité du vote par correspondance pour les conseils d'administration et de la consultation écrite pour les conseils d'administration, mais le décret ne prévoit pas la capacité de vote par correspondance, par exemple, pour les assemblées générales. Donc là-dessus, il y a véritablement un problème qui risque de se poser.
comment tenir une assemblée générale en cette période, en sachant que des règles sont toujours en vigueur, que les municipalités n'ont toujours pas rouvert souvent les espaces municipaux. On attend la date du 15 décembre, ou peut-être même du 18 décembre, selon certaines directives ministérielles. Donc on aura certainement des réponses à ça dans les prochains jours. Cependant, oui, l'activité associative doit se maintenir, oui, l'activité statutaire de l'association doit se maintenir. On peut décaler quand c'est possible et quand les statuts le permettent, quand il y a une souplesse, on peut décaler les réunions, etc. Cependant, rien n'empêche, durant cette période, de continuer une activité associative, même numériquement. On peut réunir, échanger, discuter. On avait fait une vidéo il y a quelques mois maintenant concernant les outils numériques les outils numériques au service des associations, en particulier comment pouvoir se réunir, débattre, etc., échanger au travers différents logiciels gratuits qui permettent de se rencontrer de manière dématérialisée. Je pense que voilà, si certains le souhaitent, on peut la repartager, voire même, voilà, si certains sont intéressés, on peut demander à Sébastien d'en faire une dans les prochaines semaines ou prochains mois, spécifiquement sur ces outils-là. Je pense qu'il sera largement plus à même que moi de pouvoir le faire. Mais les décrets permettent effectivement le report des assemblées générales, des conseils d'administration, soit le report, soit la capacité de les proposer de manière dématérialisée. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est les modalités de vote, où tout n'est pas prévu dans les décrets, puisque ça reste à la discrétion des associations. Donc si vous n'avez pas encore réussi à faire votre assemblée générale, attention, ça risque, voilà, même si la capacité a été prolongée jusqu'à la mi-avril, jusqu'à début avril 2021, il faudra trouver l'opportunité pour pouvoir organiser cette assemblée générale le plus rapidement possible, quand les autorités administratives le permettront, en particulier s'il y a des votes à effectuer. S'il n'y a pas de vote à effectuer, à ce moment-là, vous pouvez faire l'ensemble de vos réunions numériquement ou de manière téléphonique. La question qui se pose aussi, c'est la question de la responsabilité pour les dirigeants associatifs dans l'organisation des activités. Je pense par exemple aux associations sportives, aux associations culturelles. Il y a une reprise des activités, il y a un protocole qui est initialement défini par l'État, qui est souvent complété par des protocoles proposés par les fédérations sportives, par les fédérations culturelles auxquelles sont rattachées les associations. Vous avez l'obligation d'un respect strict de ces protocoles sanitaires. Pourquoi? Parce que si effectivement il est démontré par A plus B qu'il n'y a pas eu un respect du protocole, voire même qu'il n'y avait pas de protocole du tout, vous pouvez être condamné, puisqu'il y a des articles de loi qui le permettent, puisque le Code pénal, l'article 121 alinéa 2 du Code pénal permet de rechercher la responsabilité de l'association pour une faute simple comme l'imprudence ou la négligence. Donc, à vous, lors de la reprise de vos activités ces prochains jours où vous avez déjà commencé, à annoncer, à diffuser, à communiquer et à donner les moyens nécessaires à la mise en place du protocole. Les moyens nécessaires, ça va être quoi? Ça va être du gel hydroalcoolique à disposition, ça va être des moyens de communication qui vont être mis à disposition, de l'affichage dans les locaux de l'association, un mailing qui peut être envoyé à l'ensemble des usagers, des adhérents de l'association pour rappeler le protocole sanitaire mis à disposition, du moins mis en place, peut-être échelonner l'accueil des usagers, des bénévoles, etc. dans votre structure pour pas qu'il y ait un afflux important de personnes au même moment, au même endroit, avec cette consigne souvent qu'on conseille des 4 mètres carrés par personne dans un espace. Ça, vous avez une obligation, vous en tant que dirigeant associatif, de la mise en place. Vous avez aussi une obligation, c'est du contrôle. Comment vous allez vous assurer que, oui, ce protocole sanitaire est mis en place. Là, moi, je vous conseille fortement, c'est de désigner au sein de votre association des responsables, des référents qui vont s'assurer, qui ne vont pas là jouer le gendarme, mais qui vont s'assurer de la bonne compréhension du protocole sanitaire et qui vont s'assurer aussi de sa bonne mise en place au sein de votre association. Puisqu'il ne faudrait pas que votre asso, votre activité sportive, votre activité culturelle devienne elle-même un cluster à développement du virus, pour deux raisons. Parce que voilà, pour vos bénévoles, vos usagers, etc., on ne sait jamais ce qui peut leur arriver, mais aussi pour l'image de votre association. Rien de pire que de voir le nom de son association affiché dans la presse locale, etc., comme étant un lieu de diffusion du virus. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de votre association et ce n'est pas dans l'intérêt de vos usagers. Donc, à vous de mettre en place le protocole. Je ne vous l'ai pas remis là parce que vous le connaissez, on commence à le connaître. Le respect des gestes barrières, le masque obligatoire, la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou un espace pour se laver les mains régulièrement, etc.
Je ne vais pas vous le répéter. Si vous le souhaitez, on pourra vous le communiquer, en sachant qu'il y a des très bonnes affiches que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de la Santé, par exemple, qui permettent d'être téléchargeables, imprimables et affichables dans vos différents locaux et espaces associatifs. Voilà un peu où on en est. Je ne vais pas plus loin dans les questions autour du protocole sanitaire dans les associations pour une simple et bonne raison, c'est que cette vidéo ne sera certainement, une partie des informations de cette vidéo ne sera certainement plus valable d'ici jeudi. Jeudi, il y a une conférence de presse, comme tous les jeudis, du ministère de la Santé et de certainement le Premier ministre. Et voilà, selon l'évolution, on annonce aujourd'hui que l'épidémie semble reprendre. Donc peut-être on va reconnaître un durcissement des contraintes. Aujourd'hui, au jour J, c'est les consignes qui sont à appliquer. Demain, ça en sera peut-être d'autres, et certainement d'autres. Je voulais aussi vous parler du programme France Relance. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais là, ça y est, les appels à projets sont sortis. France Relance, c'est quoi? C'était l'idée de l'État de mettre en place de nombreux moyens financiers au service de la relance de l'activité en France, avec plusieurs piliers. Donc vous avez sur ce petit dessin, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit, mais l'écologie, la compétitivité et la cohésion sociale. On va s'intéresser à 2 piliers aujourd'hui en vous présentant quelques appels à projets qui sont aujourd'hui disponibles et vous pouvez y répondre, puisque souvent on doit y répondre pour début janvier, début février. Donc c'est écologie, cohésion sociale, qui sont 2 piliers sur lesquels on va s'intéresser parce que ça peut intéresser des associations qui vont découvrir cette vidéo. Alors on va passer, voilà, slide suivante. Le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Un appel à projet a été sorti, il sera disponible et vous l'aurez en lien de toute façon de la vidéo. Un appel à projet a été sorti de soutien aux associations de lutte contre la grande pauvreté, lutte contre la précarité alimentaire et plus généralement accès aux biens essentiels, alimentation, hygiène, etc. L'accès aux droits, le soutien aux familles, notamment durant les 1000 premiers jours de l'enfant. Voilà les 3 objectifs initiaux de cet appel à projet. Pour ça, l'État a mis en place plusieurs axes avec des exemples très précis de projets qui sont aujourd'hui finançables dans le cadre de cet appel à projet soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Premier axe, la promotion des services innovants favorisant l'accès de chacun à une réponse à des difficultés sociales. 2 points essentiels, on parle là d'un accès à des droits concernant des personnes qui ont des difficultés sociales, donc l'accès aux droits, et une démarche innovante. L'innovation, c'est souvent un sujet qui revient souvent dans les appels à projets. L'innovation, moi je l'explique toujours, l'innovation elle a 3 dimensions. Soit on est innovant sur le territoire sur lequel on intervient, soit on est innovant au travers du public qu'on vise au travers de notre activité, soit on est innovant au travers de l'outil qu'on propose pour y arriver. Souvent, pour moi, l'innovation, je vais le résumer à ça pour aller plus loin, et on pourra en faire des heures et des heures de dialogue et de discussion, mais on est innovant soit parce que sur le territoire sur lequel on se mobilise, le service qu'on propose n'existe pas, soit vous êtes innovant dans cet appel à projet-là parce que vous visez un public qui aujourd'hui n'a pas accès à ce droit, soit vous êtes innovant par l'outil que vous allez utiliser pour accéder à ce nouveau droit. L'exemple qui sont donnés dans le document que je vous ai présenté, accompagner des personnes en difficulté de paiement vers la réduction de leurs dépenses énergétiques grâce à un conseil à domicile. C'est défini là aujourd'hui, faire du coaching à domicile, essentiellement autour de la question de la précarité énergétique, par exemple, c'est une action innovante. Donc, si vous mettez en place ce type d'activité, vous pouvez solliciter une aide dans le cadre de l'appel à projet France Relance, le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est l'axe 1. L'axe 2 du programme de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, c'est la modernisation des dispositifs d'accès aux biens essentiels afin qu'ils soient mieux adaptés aux besoins des personnes et soutien de projets encourageant l'autonomie. Exemple, parce que c'est un peu compliqué, l'axe là, proposer un équipement mobile favorisant l'accès aux denrées alimentaires. Exemple, vous êtes sur un territoire rural, il n'y a pas sur ce territoire-là, il n'y a pas d'épicerie solidaire, il n'y a pas d'épicerie sociale, il n'y a pas de resto du cœur, etc. Vous financez l'achat d'une camionnette qui va aller de village en village pour aller justement développer ce service de manière itinérante dans des zones rurales isolées. C'est un exemple qui peut être mis en place dans ce cadre-là. Deuxième exemple, créer un groupement d'achat implanté dans un quartier populaire qui favorise l'achat en circuit court. Imaginons, j'habite un quartier, un quartier en zone politique de la ville, on décide de se réunir entre habitants du quartier et on décide de créer un groupe d'achat pour acheter des produits, en particulier des produits locaux, des produits bio.
puisqu'en achetant groupé, ça coûte moins cher, donc peut-être que ça permettrait de manger bio et pas cher. Voilà une deuxième action innovante qui peut être mise en place et soutenue dans le cadre du programme France Relance. Et là, je parlais de l'axe 2. Il y a effectivement un troisième axe au soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. C'est la modernisation et l'optimisation des systèmes d'information et d'infrastructure des associations au service de l'accroissement de l'activité d'accès aux besoins essentiels. C'est quoi alors là, on est sur un axe qui est très technique, qui est plus de l'ordre d'une structure nationale, c'est-à-dire, c'est par exemple le soutien à la mise en place de nouvelles plateformes de répartition des denrées alimentaires entre associations. Imaginons, les associations nationales, la Banque alimentaire décide de créer de nouvelles plateformes de dépôt, de stockage de denrées alimentaires. Elle peut potentiellement prétendre dans ce cadre-là à la modernisation ou à l'optimisation des systèmes d'information et des infrastructures des associations au service de l'accroissement de l'activité d'accès aux biens essentiels. C'est la mise en place de nouvelles plateformes, c'est la mise en place de nouveaux outils numériques, par exemple, au service de ces grosses associations pour favoriser une meilleure diffusion des denrées alimentaires sur l'ensemble du territoire, par exemple. Mais il faut savoir que dans le cadre du programme France Relance, il y a des axes régionaux. Et dans la région de France, celle qui nous intéresse, puisque cette vidéo s'adresse aux associations du Valenciennois, il y a quand même des axes forts en disant, oui, dans la région de France, on a des axes qui nous intéressent particulièrement. Ils sont de l'ordre, j'en ai recensé 4. Essentiellement, la lutte contre la fracture numérique. Je vous en ai parlé, c'est quoi la fracture numérique? Je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez. La lutte contre la précarité énergétique, je vous en ai parlé juste avant. La mise en place de cuisines solidaires, de plateformes logistiques communes, etc., entre associations sur le territoire des Hauts-de-France. Et la lutte contre le non-recours aux droits. Là aussi, il y a peut-être chez les associations de solidarité, etc., une question qui doit se poser, c'est, on sait qu'en pourcentage, il y a 10, 15, 20, 30% des Français qui ne sollicitent pas leurs droits. Alors les droits, ils sont multiples, ça peut être l'APL, ça peut être la CAF, ça peut être une allocation, le RSA, etc. Il y a des milliers de Français qui ne sollicitent pas l'accès à des droits dont ils ont, voilà, dont la France leur donne le droit. Ils n'en demandent pas l'accès. Si vous travaillez sur cet axe-là, si votre association milite, met en place des actions auprès des habitants, des citoyens pour les accompagner dans la sollicitation des droits ou de nouveaux droits, à ce moment-là, vous pourriez potentiellement prétendre à l'appel à projet France Relance sur les axes régionaux. Pour ça, vous avez de toute façon 2 liens qui sont mis sur le document. Un premier lien qui renvoie au ministère de l'économie qui a la responsabilité de piloter le programme France Relance. Et vous avez effectivement la présentation de cet appel à projet. Et vous avez aussi un lien qui est là chez nos amis de l'URIOPS qui présente le projet de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté avec un zoom sur les actions prioritaires en Hauts-de-France. Donc, premier appel à projet que je voulais vous présenter, le soutien aux associations de solidarité. Le deuxième appel à projet, vous connaissez, vous savez, et si vous ne savez pas, je vous l'apprends, mais oui, il y a une volonté et il y a un gros dynamique en France sur la création de tiers-lieux. On en voit se développer dans de nombreux territoires. Je pense aussi aux amis de la FLAC, la Fédération locale des alternatives culturelles, qui se crée aussi en tiers-lieux. La France et le programme France Relance soutient la création de 360 tiers-lieux sur le territoire. Un tiers-lieu, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir un espace où dedans peut se trouver plusieurs activités, plusieurs services, plusieurs structures sociales. Ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des auto-entrepreneurs. C'est l'idée de mutualiser des biens, en particulier des biens immobiliers, pour en faire un espace de multiservices. Vous en avez de très nombreux à Lille, des tiers-lieux. Vous avez un tiers-lieu pas loin du STAJ, là où on tourne cette vidéo, l'espace Atria, place... j'ai plus le nom de cette place, la place Poterne. Place Poterne, vous avez un tiers-lieu. Donc, l'État soutient la dynamique des tiers-lieux, en particulier des tiers-lieux qui se développeraient dans les quartiers politiques de la ville et les quartiers prioritaires. Aussi, des tiers-lieux qui sont de différentes formes, c'est-à-dire, l'idée n'est pas de créer un tiers-lieu unique où se trouveraient les mêmes services tout partout en France, parce que pour ça, vous avez les maisons France Service, pour ça. Mais l'idée, c'est de créer des tiers-lieux qui peuvent avoir une dimension culturelle, d'autres qui peuvent avoir une dimension économique, d'autres qui peuvent avoir une dimension sociale, etc. L'idée de créer des tiers-lieux
différents sur l'ensemble du territoire national, hein, et donc il y a une aide qui peut aller de 75 000 à 150 000 euros sur 3 ans pour la création de ces tiers-lieux. Vous avez de toute façon le lien, puisque ces tiers-lieux sont pilotés non pas par le ministère de l'économie, mais pilotés toujours par le ministère de l'économie, mais par le secrétariat d'État au numérique. Et donc vous avez le lien dans la vidéo pour lire en détail cet appel à projet concernant les tiers-lieux fabriques des territoires. Troisième appel à projet qui est sorti, et c'est le dernier, et après je vous listerai les autres qui vont sortir dans les prochaines semaines. Le Fonds d'avenir bio, la France souhaite aussi, dans le cas, le programme France Relance souhaite aussi développer la filière bio et accélérer la dynamique, cette dynamique justement concernant la filière bio. En particulier, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être, passer la cantine associative, la cantine municipale, etc. au tout bio. C'est une des démarches qui peut être soutenue dans le cadre du programme France Relance. Le Fonds d'avenir bio devra permettre de financer des investissements immatériels et matériels des opérateurs économiques en s'inscrivant dans une démarche de filière pour le développement de l'offre de produits biologiques. Alors, plusieurs choses, hein. On est bien sur de l'aide à l'investissement immatériel et matériel. La création de filières en particulier, c'est-à-dire une association, une entreprise, etc., qui va créer toute une filière biologique, peut être soutenue dans le cadre du programme Fonds d'avenir bio. Il y a plusieurs axes qui ont été mis en place et qui sont présentés dans le document. Développer une offre de produits biologiques afin de satisfaire les demandes des consommateurs, créer des économies d'échelle et optimiser les circuits de collecte ou de transformation pour permettre une juste rémunération des producteurs. Je reviendrai après en détail et des exemples sur chacun. Amener un développement le plus harmonieux possible de l'offre et de la demande des produits biologiques en France et poursuivre un processus de développement ancré dans les territoires. Plusieurs choses, ça peut aller de l'aide à un producteur qui souhaite créer une filière au sein de son entreprise, à une collectivité qui souhaite développer un service bio au sein de sa cantine municipale. Le Fonds d'avenir bio est assez large pour pouvoir rentrer plusieurs profils de structures. Ça peut être de la collectivité à l'association, à l'entrepreneur, à l'agriculteur, peut bénéficier de cet appel à projet qui est une première étape entre le 18 octobre, donc ça a démarré là, il y a un mois environ, un peu plus d'un mois, jusqu'au 12 janvier, et un deuxième appel à projet sortira entre le 13 janvier et novembre 2021. Fonds d'avenir bio. Voilà les 3 appels à projet France Relance qui sont aujourd'hui et actuellement disponibles. Et il faut savoir qu'il y a quand même d'autres appels à projet qui vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez le développement de l'hébergement d'urgence. Un appel à projet France Relance va sortir là-dessus. Vous avez le soutien aux projets alimentaires territoriaux, le développement des jardins partagés, le fonds de soutien à l'émergence des projets de tourisme durable, le fonds d'investissement dans le réemploi et le recyclage, l'opération panier fraîcheur, les quartiers culturels et créatifs, le soutien à l'emploi artistique, le soutien à la transformation numérique du sport, le soutien à l'emploi des jeunes dans le sport et le soutien aux emplois FONGEP des jeunes. C'était là quelques exemples, sans oublier qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place dans le cadre du programme France Relance, et j'en profite aussi, c'est la dynamique, de nouveau une dynamique de développement du service civique. N'hésitez pas aussi en tant qu'association à vous pencher là-dessus, en sachant qu'au STAJ, on a un service d'accompagnement gratuit qui vous permet de solliciter un agrément pour pouvoir bénéficier d'accueil de jeunes volontaires en service civique dans votre structure. Donc n'hésitez pas en tant que collectivité, en tant qu'association, à solliciter cette aide. L'ensemble des autres appels à projets là, dès qu'ils sortiront, on essaiera de refaire une vidéo de temps en temps avec Sébastien, dès qu'il y en aura 4-5 qui seront sortis pour pouvoir vous proposer une vidéo. Mais vous voyez bien que les axes forts du programme France Relance, on est bien sur une dimension qui est souvent autour du développement durable et de l'écologie, de la cohésion sociale et de la compétitivité. La compétitivité, je le mets de côté parce que dans les démarches dans lesquelles nous sommes, que ce soit associative ou d'économie sociale et solidaire, la compétitivité n'a pas peu sa place. Mais dans les démarches de développement durable et dans les démarches de cohésion sociale, là effectivement, le monde associatif et les structures de l'économie sociale et solidaire ont un rôle à jouer. Alors il ne faut pas se le cacher, hein, le programme France Relance ne s'adresse pas aux très petites et petites associations, clairement. Cependant, des fois, en mutualisant, en proposant des actions à plusieurs, on peut peut-être prétendre à ce programme. Et tout n'est peut-être que là, les actions proposées ne sont peut-être pas destinées en particulier aux très petites et petites assos, mais demain,
Je pense les quartiers culturels et créatifs, le soutien à l'emploi, le soutien à l'emploi des jeunes dans le sport. Là, on est typiquement sur des actions qui pourront être développées et mises en place par les très petites et petites associations. Donc on se reverra bientôt, je ne vous dis pas quand parce qu'avec Sébastien on essaie de se caler pour vous en proposer une régulièrement de tutos des assos. Dans tous les cas, si on ne se voit plus, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année 2021. Ciao, bye bye.